Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse. BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous Touchdown Actu, rendez-vous consacré à la draft et le débrief notamment de la QV 2025, un débrief consacré donc à chaque équipe NFL pour décortiquer les différents choix réalisés par vos franchises préférées, le pick préféré, le pick le plus décevant, la note globale au sortir donc de cet événement incontournable de la saison. Et aujourd'hui on va s'intéresser notamment à une équipe qui s'est plutôt focalisé sur la free agency, mais sur laquelle il y aura quand même pas mal de choses à dire au cours de la draft. On parle bien sûr des Washington Commanders, et pour en parler, alors Antoine Adjavon est avec moi. Salut Tonio. Salut Greg, comment ça va ? Ça va très bien, et toi donc ? Ça va très bien, comme tu l'as dit, c'est une équipe intéressante dont on va parler, qui a été assez active cette intersaison, donc j'ai plutôt hâte. C'est ça, mais au moins ils vont nous faciliter la tâche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix, 5 au total. Alors j'ai mal fait mes devoirs, je me demande si c'est pas une des équipes avec le plus petit nombre de choix au final, parce qu'il y a toujours le plus petit nombre de choix. Je sais que les Vikings par exemple, dont on va parler prochainement, étaient partis avec très peu de choix au début. Mais en effet, marché des transferts qui a été très animé du côté des Commanders, avec beaucoup d'échanges, Laramie Tunsil, Deebo Samuel. Avant ça, il y avait Marshawn Lattimore, avant la deadline des échanges au cours de la saison régulière. Donc tout ça, ça a fait que beaucoup de choix de draft ont été envoyés chez d'autres équipes, donc les Texans, les Saints et les Niners notamment. Et ça nous donne 5 choix à l'arrivée pour la franchise gérée par Adam Peters et Dan Quinn, respectivement General Manager et Head Coach, avec du coup au premier tour la sélection de Josh Conerly Jr., le tackle d'Oregon. Au deuxième tour, on a Trey Amos, cornerback d'Ole Miss. Il a fallu attendre ensuite le quatrième tour pour voir Jalen Lane, receveur de Virginia Tech, sélectionné. Et puis les deux derniers choix, donc avec le linebacker de UCLA, Cain Medrano, au sixième tour, et le coureur d'Arizona, Ja'Cory Cross Merritt d'Arizona, donc au septième. Peu de choix donc à mettre en évidence, mais il y a quand même des choses assez positives par laquelle chose positive tu veux commencer, Tonio. Pour moi, il y en a une qui saute aux yeux. C'est une sélection que j'adore. C'est celle de Trey Amos au second tour, le corner d'Ole Miss. Pourquoi ? Parce que ça répond à un besoin déjà. C'est un corps de cornerback qui manquait beaucoup de profondeur. Alors, ça a été adressé en partie avec l'arrivée de Marshawn Lattimore, tu l'as mentionné tout à l'heure. Mais au-delà de ça, il y a des profils qui sont assez similaires avec Mike Sainristil, qui a fait une très belle saison rookie, et Jonathan Jones, qui pour moi sont tous les deux à leur meilleur à l'intérieur au poste de nickel. Alors, pour le coup, a priori, cette saison, c'est Jonathan Jones qui devrait couvrir encore l'extérieur en attendant que
Trey Amos se fasse un peu les dents. Mais en termes de profil, grand, long, athlétique, physique, c'est quelque chose qui manquait clairement dans les cornerbacks de Washington. Donc ça répond à un besoin, ça ajoute de la profondeur. Au deuxième tour, c'est parfait. Surtout que les meilleurs cornerbacks qui ont droppé quand même pas mal lors de cette draft étaient déjà partis au moment où Washington sélectionnait. Donc c'est presque un choix par défaut qui s'avère être un bon choix. Donc il y a tout, il y a la valeur, il y a la qualité du joueur. Il y a le besoin au poste. Pour moi, tout est rempli. C'est un choix parfait que la sélection de Trey Amos par les Commanders. Oui, c'est vrai que c'est un choix un peu intriguant parce qu'en effet, oui, il y a eu cet échange pour récupérer Marshon Lattimore, mais malgré ce, alors, on avait quand même vu que Marshon Lattimore n'était pas dans ses premières années. La Nouvelle-Orléans s'en est pas séparée pour rien. Donc ça peut être un corner numéro 1 encore en 2025. Mais ça ne le restera peut-être pas indéfiniment, et c'est vrai qu'il y a cette marge de progression qui n'est pas inintéressante du côté de Trey Amos, qui a eu un parcours très bosselé, si j'ose dire ça, en universitaire, avec 3 programmes différents, vraiment dans des rôles en plus différents. Je crois qu'il a joué safety au début, il est reparti un peu plus sur le poste de corner, notamment lors de sa dernière année du côté d'Ole Miss, et c'est vrai qu'il a en effet un panel assez large, et entre les mains de Dan Quinn, ça peut être un joueur assez intriguant. Quand on sait que on a réussi à avoir du côté de Dallas un Trevon Diggs au moins opportuniste, faute d'être toujours rassurant, un Darren Blunt surtout qui a vraiment progressé à vue d'œil sous les ordres de l'ancien coordinateur défensif texan. Donc c'est vrai que c'est un choix assez intéressant parce que c'est un joueur qui apporte de l'impact physique, une capacité à être efficace en zone et en homme à homme, et bref, une capacité globalement à être bon un peu partout et justement à pouvoir brouiller des cartes, parce que tu le disais, certes, Henry Steele et Jones ont cette capacité à pouvoir jouer un peu plus nickelback. Ce sera peut-être pas là où on va attendre Trey Amos, mais en termes de positionnement sur le terrain, en termes de rôle, d'assignation pure et dure, c'est un joueur qui peut être absolument utilisé dans n'importe quel type de domaine, qui peut blitzer si besoin est, enfin qui peut vraiment être une denrée extrêmement efficace défensivement pour Washington, et c'est ce dont il y avait besoin. J'ai tiqué un petit peu peut-être sur la ligne défensive qui pour moi aurait pu être un peu mieux considérée, mais en tout cas ça reste une arme dissuasive, surtout quand tu t'apprêtes par exemple à jouer les Philadelphia Eagles 2 fois par an, et quand on voit les problèmes qu'ils t'ont posés. Alors, je parle des Eagles, il paraît que les Cowboys maintenant ont un bon duo de receveurs aussi à disposition, donc c'est sûr que c'est forcément à mettre à leur crédit. Si on enchaîne un petit peu, alors il n'y a pas beaucoup de choix. Donc du coup, on va faire une petite entorse. C'est vrai que d'habitude, on donne un petit peu notre déception. Si je te lance tout de suite sur Josh Conerly Jr., est-ce que pour toi, c'est une déception ou est-ce que tu le rejoins sur un truc, sur une idée de « je suis moins enthousiaste sur le papier que Trey Amos, mais ça reste quand même une excellente opération pour Washington ». Disons que, encore une fois, quand c'est un joueur de cette qualité, je vais pas forcément le tacler ou être très méchant. Tu veux pas faire la fine bouche. Voilà, mais quand même, je suis un peu dubitatif sur le poste. Parce que j'aime l'idée de renforcer la ligne offensive, parce que voilà, on a le franchise quarterback, il est désigné, il devrait pas partir avant un long moment, peut-être même jamais, donc faut le protéger, d'autant qu'il a pris énormément de coups tout au long de sa carrière universitaire. Mais par contre, la sélection de Conerly m'intrigue parce que il a joué tackle gauche à Oregon. Là, on regarde l'équipe de Washington, ils viennent de recruter Laremy Tunsil qui devrait être le tackle gauche. Donc, ça demande déjà de le faire changer de poste. Est-ce qu'on va le faire jouer à droite, là où il a absolument zéro expérience? Est-ce qu'on va peut-être même le faire entrer à l'intérieur? Enfin, voilà, c'est beaucoup de questions. Alors, au premier tour, moi, c'est mon avis tout à fait personnel, j'aime sélectionner des joueurs qui ne posent aucune question. Là, ça en fait beaucoup. C'est pas le meilleur tackle, c'est pas un talent indispensable, c'est pas le joueur qui tombe à ce niveau de la draft et tu te dis peu importe le fit, je le sélectionne. Là, il faut quand même considérer d'autres facteurs que ses qualités intrinsèques qui ne sont pas les plus évidentes du monde, même si moi, s'il était tombé au second tour, ça aurait été très bien. Plus tard, ça aurait été peut-être un peu abusé. Donc c'est pas un mauvais joueur, loin de là. Mais c'est une sélection qui, moi, me laisse un peu pantois. T'as parlé de la ligne défensive qui aurait pu être renforcée avec de très bons prospects encore disponibles. Là, de devoir déjà considérer un changement de poste avec son premier choix, disons point d'interrogation. C'est pas un mauvais choix, mais c'est un choix qui pose question. Mais c'est vrai que c'est assez
Alors, j'allais dire cocasse, je ne sais pas si c'est le bon terme encore une fois, parce qu'après il n'y a pas de règles préétablies, mais c'est vrai que je citais tout à l'heure les joueurs qui ont été récupérés par le biais des échanges et par voie de conséquence qui ont privé les Commanders de beaucoup de choix de draft. J'ai donc cité Latimore, Samuel et Tunsil qui sont arrivés, corner, tackle, receiver. C'est les 3 premiers postes sélectionnés par les Commanders sur cette draft-là. Donc, on peut voir la chose en se disant, peut-être qu'ils estimaient qu'ils étaient complets relativement partout. Je suis un petit peu sceptique là-dessus et a priori, tu me rejoins quand même, notamment sur la ligne défensive. Mais c'est vrai que manifestement, c'est là-dessus où on a décidé de mettre vraiment l'emphase en se disant, certes, on a pris un joueur vétéran qui nous intéresse, qui peut permettre à l'équipe justement de franchir un palier indéniable dès 2025, mais ça ne nous empêche pas de continuer de blinder ces positions-là en insistant sur le futur. Pour rebondir sur ce que tu dis vis-à-vis de Connor Lee, je te rejoins sur le côté, sur ces spots-là, on prend des joueurs qui ne posent pas de questions. Maintenant, ce qui me perturbe presque, c'est que j'ai l'impression que c'est Washington qui se met lui-même dans une position de se poser des questions, parce que j'ai pas de doute sur la capacité de Connor Lee à devenir un bon joueur professionnel. Encore une fois, c'était un excellent... c'était un joueur très coté en sortie d'université, enfin recrue 5 étoiles, donc vraiment le taquet, on va dire, de ce qui peut se faire en termes de cote pour un joueur lycéen. C'est un joueur qui a répondu vraiment à l'exigence qu'on attendait de lui du côté du programme d'Oregon, qui jouait les premiers rôles en universitaire. Là où je ne serais pas totalement d'accord avec toi, c'est que... Alors déjà, on sait que tackle, à la fin du premier tour, je le dis souvent, c'est un poste qui rassure déjà de base. Si vraiment on a des petits doutes ici ou là, on se dit, tackle, c'est un poste qui rassure. Je ne sais pas combien de temps Laramie Tunsil peut rester du côté de Washington. Pour moi, déjà, je trouvais que du côté de Houston, il y avait quelques petits signes alarmants. Quelques flags un petit peu bêtes, un état de forme qui semblait un petit peu problématique. Et je ne suis pas sûr que Houston s'en soit séparé en se disant, c'est pas grave, c'est un joueur élite, mais c'est pas grave, on trouvera bien autre chose, surtout quand on voit comment ils ont reconstruit la ligne. Je pense que manifestement, il y a quelque chose qui faisait un petit peu tiquer au-delà du simple contrat, entendons-nous bien, parce que c'est un joueur qui pèse un peu lourd aussi dans des finances. Moi, ce que je trouve intéressant pour finir mon propos avec Connor Lee, c'est qu'en effet, de base, c'est un tackle gauche. Je pense que l'idée, c'est qu'il devienne le tackle gauche du futur derrière Tunsil. Maintenant, de ce qu'on a vu durant le processus draft, j'ai souvenir de quelques éléments notamment où on le voyait pas mal en difficulté sur la protection de passe. Pas en difficulté continuellement, mais en tout cas, il y avait des phases qui étaient un peu inquiétantes d'un point de vue mobilité ou tout simplement d'un point de vue agressivité au contact. Voilà, le bull rush notamment, je trouvais que c'était quelque chose qui lui posait énormément de problèmes, et face à des pass rushers qui vont être beaucoup plus tankés, notamment contre des fronts 4, ça peut être extrêmement problématique. Enfin, je dis contre des fronts 4, des joueurs tout simplement qui sont capables d'allier justement cette vitesse, de transformer cette vitesse en puissance, justement, c'est là où il peut être un peu plus en difficulté. Et il y a un point pour moi qui est indéniable, c'est qu'il ne faut pas oublier que du côté d'Oregon, il protégeait Dillon Gabriel, qui dans le système offensif des Ducks avait quand même cette habitude à lancer rapidement le ballon. Il va se retrouver à devoir protéger Jayden Daniels, ce qui n'est pas du tout, mais du tout, dans le même registre. Donc je pense que s'il y a besoin d'un joueur pour laisser du temps à Daniels, justement, de pouvoir scrambler, gagner du temps, prolonger les jeux au sol, il va quand même falloir un tackle beaucoup plus rassurant côté aveugle, et peut-être un Josh Connor Lee Jr., qui va pouvoir se développer un petit peu, exceller sur le jeu au sol, parce qu'à Oregon, c'était pas déconnant à mon sens, tout en améliorant un petit peu certaines failles technique sur le haut du corps ou en tout cas tout simplement d'un point de vue constance sur le pass pro, ça me paraît pas totalement déconnant. Mais je rejoins globalement ce que tu dis sur le côté, peut-être qu'on aurait pu avoir mieux en fin de premier tour. Ouais, en vrai, le point que tu viens de mentionner, c'est vrai que moi je l'ai pas mentionné pour le coup, mais il convient d'insister là-dessus, c'est que finalement, c'est peut-être pas le profil de joueur qui est le plus adapté à Jayden Daniels, parce que pour moi, les meilleures qualités de Josh Connor Lee, c'est sa vitesse latérale, c'est qu'il bouge très bien pour un joueur de ce gabarit. Or, Jayden Daniels, c'est pas un joueur qui lance énormément en mouvement. Alors, à l'université, c'était même caricatural, il lançait jamais en mouvement. Là, c'était un peu mieux pour sa saison rookie, mais ça reste quand même un joueur qui aime, quand il est sur place, lancer, et quand il part, là, pour le coup, il a plus trop besoin de ses joueurs de ligne offensive. Donc, un joueur de ligne offensive plus statique, plus costaud du haut du corps, ça aurait été peut-être plus adapté pour Jayden Daniels. C'est pas tout à fait le profil de Connor Lee. Bon, après, dans un système de développement et de musculation NFL, peut-être qu'il va aussi se renforcer. Je pense que les Commanders font le pari là-dessus. Oui, ça me paraît pas... je pense que c'est en effet dans leur idée. Mais en tout cas, ça vient renforcer, continuer d'insister, de renforcer la ligne
Offensif qui n'a pas forcément été ultra déshonorante, hein. On s'attendait à bien pire d'Andrew Wiley, surtout vu ce qu'on en avait vu du côté des Chiefs. On a vu des bonnes choses de Brandon Coleman qui a pris le relais de Cornelius Lucas pendant la saison. Mais là, en tout cas, on commence à avoir un groupe sur l'extérieur de la ligne qui peut être assez étoffé s'il y a des coups durs, des blessures notamment. Et on sait que ça reste un mal assez incontournable en NFL, à moins qu'on ait énormément de chance qu'il arrive à une, voire deux équipes grand maximum dans une saison dans la ligue. Je sais pas si tu voulais dire un petit mot de Jalen Lane ou alors on passe directement peut-être à la note de la draft. Ouais, non, on peut parler de Jalen Lane. Bah, très rapidement, c'est un choix pour le coup que là aussi j'apprécie, un peu dans la même logique que Trey Amos, dans le sens où c'est un profil qui manquait au corps de receveur des Commanders. Une menace verticale profonde, rapide, sans que ce soit forcément le meilleur dans l'exercice. C'est un profil intéressant qui manquait, et on sait que en général, quand on construit un corps de receveur, c'est bien d'avoir de la diversité. Là, il y a un peu de tout. Il y a des grands, il y a Deebo Samuel qui est un peu couteau suisse, il y a Terry McLaurin qui est là à l'intérieur depuis des années, qui est toujours performant, mais il manquait voilà cet élément de menace profonde. Et voilà, Jalen Lane vient l'apporter. À voir dans quelle mesure. Parce qu'il y a quand même quelques petites choses à améliorer chez lui, notamment avec le contact. Je trouve qu'il se laisse très rapidement dévier de ses trajectoires. Là aussi, ça peut être un peu embêtant lorsqu'il s'agit de scorer, tout simplement, lorsqu'il y a un dernier bon plaquage qui peut l'empêcher de franchir la ligne d'en but. Mais voilà, ce sont des choses qu'on peut encore améliorer, et encore une fois, c'est un profil qui manquait, donc c'est plutôt une sélection que j'apprécie. Oui, puis ça rajoute un petit peu de vitesse. C'est vrai que c'est un joueur qui peut jouer également sur l'équipe spéciale, hein, sur des retours de coups de pied. Et quand on sait qu'un Luke McCaffrey, par exemple, l'année dernière, était un 3e tour pour la première draft de ce nouveau régime, il y a peut-être aussi dans l'ambition de donner plus de responsabilités offensives à McCaffrey, justement, dans une attaque, tu le disais, qui est un peu plus étoffée que l'année passée. Et du coup, laisser à Jalen Lane peut-être la possibilité de s'exprimer, au moins dans un premier temps, sur le registre des équipes spéciales. Ce ne sera pas forcément une mauvaise chose pour cette équipe des Commanders. Si on donne une note, globalement, encore une fois, à ce faible échantillon sur le papier, hein, on n'a pas parlé de Medrano et de Cross qui méritent, mais voilà, globalement, ça va être des joueurs d'équipe spéciale. Hein, on va pas réinventer la roue globalement, hein, même si on a vu que Medrano, par exemple, avait fait un bon combine. Si on prend la note globale de ce petit échantillon, qu'est-ce que tu mettrais du coup ? Du coup, je suis obligé aussi de prendre en compte l'échantillon qui est assez limité, même si il y a deux écoles. Soit on compte Laramie Tunsil et Deebo Samuel dans cette draft, ce que je vais pas faire. Avec cet échantillon limité, si on note que la draft, il y a une sélection que j'adore, Trey Amos, une que j'aime plutôt, Jalen Lane. La première qui, encore une fois, me pose question. Voilà, ça va être une note positive, mais qui reste moyenne. Donc encore une fois, 6 sur 10, comme pour les Chargers hier. Je ne suis pas forcément ultra emballé par cette draft, aussi par le fait qu'il n'y ait pas énormément de joueurs sélectionnés. Mais il y a deux joueurs qui, pour moi, remplissent des besoins assez essentiels. En l'occurrence, Trey Amos et puis Jalen Lane. Même si, encore une fois, c'est un joueur du 4e tour. Donc, est-ce que ça va être un pro bowler ? Peut-être pas. Mais en tout cas, il remplit un rôle qui est toujours utile dans une équipe NFL. Oui, j'étais un poil plus généreux, je suis parti sur un 7. Encore une fois, j'ai du mal à occulter le fait que, par exemple, sur le pass rush, ça m'aurait quand même paru quelque chose d'assez intéressant. Surtout que je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, tu fais doublon sur des positions sur lesquelles tu as déjà investi par le biais des échanges ou du marché des transferts. Donc c'est vrai que ça donne un peu l'impression qu'on a mis un peu tous les œufs dans le même panier. Faudra voir si ça porte ses fruits à l'arrivée. Il n'y avait pas de star inconditionnelle en termes de pass rush l'année dernière du côté de Washington. Et on a quand même réussi à trouver des solutions du côté de Dan Quinn. Donc peut-être qu'on reste sur cette idée-là. Mais dans une classe vraiment autant réputée sur les pass rushers, même sur des plus petits tours, je suis quand même un petit peu déçu de voir qu'on n'a pas misé sur cette optique-là. Après, les joueurs, globalement, j'aime bien. Ça m'inquiète un peu pour les fans des Commanders parce que j'étais extrêmement critique sur leur draft de l'année dernière et ça m'a clairement donné tort. Donc peut-être que là, en étant absolument dithyrambique à leur sujet, les fans des Commanders vont être absolument désespérés par ma note positive. Mais ouais, j'y vais quand même sur un bon 7 pour cette deuxième draft réalisée donc par Adam Peters
et Dan Quinn. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire concernant cette draft des Washington Commanders, cette draft 2025 de Washington. J'en profite avant qu'on se quitte pour vous rappeler encore une fois que pour la toute première fois, Touchdown Actu vous propose de partir aux États-Unis pour assister à un match NFL entre autres, et ce par le biais de notre partenaire Hard Work Trip. Et à partir d'octobre 2025, les hostilités seront lancées avec notamment un voyage du côté de Los Angeles avec pas mal de choses au programme, un match des Chargers notamment à pouvoir voir, la visite des installations de la NFL, une petite partie même sur la pelouse du SoFi Stadium, soit dit en passant. J'y suis allé, c'était fabuleux, voilà. Faut juste espérer qu'ils ne pleuvent pas parce qu'il y a quelques petites fuites au niveau des toits. Mais en tout cas, l'entraînement sur la pelouse, ça vaudra forcément le voyage, enfin tout simplement l'expérience. C'est un truc qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Donc voilà, vous pourrez également bien entendu visiter la formidable ville de Los Angeles au cours de ce voyage. Et donc je vous le rappelle, c'est au mois d'octobre et vous pouvez avoir toutes les informations sur le site touchdownactu.com. Voilà, en tout cas, merci Tony d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve très vite, notamment pour parler des Baltimore Ravens. D'ici là, restez bien attentifs à l'actualité de la NFL sur touchdownactu.com ou sur les réseaux sociaux. Salut à tous et à très vite. Salut, à très vite. Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse. This podcast is brought to you by Aura. By the time you hear about a data breach, your information has already been exposed for months. On average, companies take 277 days to report a breach. That's 9 months where hackers have access to your personal data. That's why we're thrilled to partner with Aura. Aura is an all-in-one digital safety solution that monitors the dark web for your phone number, email, and social security number, sending real-time alerts if your info is found. It also includes a VPN, password manager, and data broker removal to help keep you safe. For a limited time, Aura is offering a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and protect your loved ones. That's AURA.com/safety. Terms apply. Check the site for details.